si vous voulez interpréter ça comme ça, bon, ça c'est vous qui l'interprétez. Nous, c'est tout pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pas tout contre Ouattara. Nous, c'est tout pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que Ouattara, rappelez-vous, il a été candidat à titre exceptionnel là, après Pretoria. Après, j'arrive, il faut que je termine ce petit point-là. Après, il a été candidat par dérivation. On se connaît depuis quelques années. Oui, bien sûr. Faites simple. Oui, dites-le très clairement pour la compréhension du grand public. Voilà, non, c'est un front anti-Ouattara. Non, mais je veux dire, si on veut prendre le pouvoir... Si vous dites que c'est un front anti-Ouattara, vous avez tout à fait le droit de le dire. Non, c'est pas anti-Ouattara. Vous êtes légitime à le dire. Non. Nous, c'était un front pour que ce gouvernement, la mauvaise gouvernance, pour que tout ce que nous, la gabegie, l'insécurité, et puis les expulsions, les dépenses pharaoniques et qui dépassent de 10 fois le budget prévu, tout ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi on a dit trop, c'est trop, et que ça suffisait maintenant. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes mis ensemble. Alors on va avancer. Nous allons commencer avec le dernier développement de l'actualité préélectorale en Côte d'Ivoire. Avec vous, je voudrais demander d'abord un mot sur le dernier congrès du RHDP. C'est pas votre parti, mais c'est le parti en face, l'adversaire, je dirais, désormais, le parti du président Alassane Ouattara. Et à l'issue de ce congrès, le président Alassane Ouattara a été désigné donc candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Et ce dernier a demandé à ses partisans un temps de réflexion avant de confirmer ou non sa candidature. À quoi vous attendez, vous, pour les prochains jours? Parce qu'on parle d'un suspense. Est-ce que le suspense est aussi insupportable que ça? Alors moi, je pense que ce congrès organisé à corps et à cri, et puis avec les dépenses des caisses de l'État, a accouché d'une souris. Parce que ils sont sortis de ce congrès, et nous, les observateurs qui étions attentifs à ce congrès, nous n'avons pas vu de résultats, puisque le président pour lequel ce congrès s'était réuni n'a pas donné de résultats. Alors on est rentré dans ce congrès, on est ressorti au même point que si on n'avait pas organisé un congrès. Ce n'est peut-être pas le seul objet du congrès quand même que de désigner Alassane Ouattara comme candidat. D'abord, il a été désigné, je n'ai pas acclamation, il a été également désigné comme président du parti, ce qu'il a accepté d'ailleurs, mais ce n'était pas le seul objet du congrès, c'était d'abord une grande fête, une grande messe populaire quand même. Ah ouais. C'était avant tout cela une démonstration en quelque sorte. Ah oui, si c'est pour dire qu'il y avait du monde au stade et BMP, peut-être, mais moi je parle du contenu. Oui. Si le contenu n'est pas à la hauteur du nombre de militants, si tant est que les militants sont venus d'eux-mêmes, si ce n'est pas à la hauteur des militants... Vous avez posé la question aux militants s'ils n'étaient pas satisfaits du contenu? J'ai dit si tant est qu'ils sont venus d'eux-mêmes, parce que moi j'ai vu le rassemblement ici à Paris, peut-être que j'aurai l'occasion de parler de cela, et où on se gargarisait du fait qu'il y avait beaucoup de militants, la rue était pleine, et puis après à Château-Rouge, on a découvert des choses auxquelles on s'attendait plus ou moins, des gens qui avaient des t-shirts, qui avaient des choses, et qui sont venus nous dire, ouais, à un moment on m'a donné un peu de choses, on m'a donné un t-shirt, on m'a dit il faut venir, bon, donc ça devient... Mais vous faites pareil quand même au PDC. Non, jamais. Ah bon? Jamais. Nous, on n'a jamais distribué de sardines ni de pain, on a fait des mobilisations basées uniquement sur les militants. Vous les avez vus à Abidjan le 14 dernier, lorsque nous avons fait la marche pour aller à la CEI, vous avez vu que ce n'était que des militants du PDC-RDA qui se sont mobilisés. Il n'y a pas eu d'encouragement, il n'y a pas eu des 50 euros. Vous parlez des manifestations, là. Quand vous faites vos congrès, voilà, vous mobilisez aussi du monde avec quelques arguments quand même qui les font le congrès du PDC-RDA, quand on fait un congrès, on a des points à l'ordre du jour et on ne sort jamais sans avoir résolu ces points. La preuve, on a fait un congrès pour prendre une décision quant à ce qui est de la date de la convention. Alors, on a trouvé une date. On n'est pas sorti pour dire on va réfléchir après, 10 heures de réflexion et les gens qui sont sous le soleil. Ensuite, on a fait la convention aussi et on n'est pas sorti de la convention sans le candidat parce que le but c'était de trouver un candidat du PDC-RDA pour l'élection présidentielle. Et là, on est sorti avec un candidat. Le congrès qu'on a fait à Yamoussoukro, après avoir eu un premier congrès annulé à Abidjan, comme je dis toujours,
pour des raisons que je ne vais jamais comprendre, parce que ce n'est pas ça la démocratie, mais le Congrès s'est tenu à Yamoussoukro et nous sommes sortis de là-bas avec un président du PDC-RDA. Oui. Donc voilà, alors eux, ils ont fait leur chose, c'était très bien, il y avait du monde, bon. Oui. Et puis après, le président est-il candidat, n'est-il pas candidat? On va attendre encore le suspense. Pourquoi le suspense? Alors, parce que, il y a donc un suspense alors. Non, je dis, oui, mais vous avez dit le suspense. Pourquoi le suspense? Parce qu'il n'y a rien qui est clair dans cette histoire. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Parce que le président, il sait qu'il y a des velléités de candidature au sein du RADP, RDR. Il dit, moi, c'est les candidats indépendants me trouveront sur leur chemin. Et puis, ceux qui ont poussé des candidats à être indépendants, eux aussi auront affaire à moi. Alors, comment vous voulez que dans ces circonstances-là, ils ne disent pas, bon, je vais baliser bien le terrain, et puis au moment de la candidature, je vais dire, je vais accepter ou ne pas accepter. Nous, qui acceptent d'être candidats pour la présidence de la République, ce n'est pas notre choix, parce que nous estimons que ce n'est pas dans l'ordre des choses, puisque déjà le 3e mandat n'était pas un mandat légal et constitutionnel. Alors, je vais faire comme ce monsieur que j'aime bien, que j'ai entendu à l'ONU qui disait, le 4e mandat. Encore un 4e mandat. À problème, certainement. Donc, faisez très attention. On va faire appel à votre intuition, Yudé Diomandé. À quoi vous attendez exactement? Qu'il soit candidat ou pas? Nous, ce à quoi nous on s'attend, c'est que l'opposition soit soudée. C'est que les autres font. Non, je vous dis, j'arrive. Ne dites pas dans la composition. Vous avez une réponse politicienne. Non, mais j'arrive. Non, attendez. Ma réponse est très claire. Est-ce que, intuitivement, vous pensez qu'Alassane Ouattara sera candidat ou pas et qu'il le dira dans les prochains jours? Je vais me répéter. Malgré tout, non, mais prenez le risque. On ne fait pas une équipe de foot. Nous, on ne joue pas contre une équipe pour dire est-ce que Messi va être classé? Est-ce qu'on va faire jouer Mbappé? Ce n'est pas ça le problème. Que Mbappé soit classé, si ce n'est pas mon équipe, il va trouver du répondant du vent. Non, je dis ça parce que j'ai en face de moi, vous. Oui, tout à fait. Vous êtes certainement plus informé que moi. Vous avez peut-être quelques infos de. Même les gars, ils ne savent pas. Alors, est-ce que vous pensez que ils ne savent pas. Puisqu'ils ont proposé. Personne ne le sait alors. Ah, ben voilà. D'accord, il n'y a que Alassane Ouattara qui le sait. Qui le sait. Est-ce qu'il le sait d'abord lui-même? La question se pose, sinon il aurait répondu directement là-bas que ça n'aurait rien changé. Bon, alors, donc, revenons donc à cette alliance, PDCI et PPACI. Donc, c'était le 19 juin dernier. Donc, votre parti, dirigé par Tidiane Thiam, et le PPACI de Laurent Gbagbo ont décidé de créer un front commun pour notamment exiger l'inclusion des leaders politiques frappés d'inéligibilité et aussi l'ouverture d'un dialogue politique. Alors concrètement, à quoi va servir ce front commun et quel est son agenda? Alors moi, je voudrais vous dire, permettez-moi de prendre une minute, que nous sommes à 4 mois des élections présidentielles. Que seulement? Nous sommes à 4 mois. À 4 mois seulement. Du 25 octobre 2025. Et il y a un sentiment de peur qui s'empare de la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'avons aucune visibilité. La peur règne en Côte d'Ivoire? Par rapport aux élections. D'accord. Et il faut savoir, c'est qu'on n'a aucune visibilité. Et surtout, on ne peut pas parler de toutes les conditions qui ont été, qui devaient être remplies pour des élections claires, transparentes et sans problème. Et donc, il y a la peur aussi de ce climat délétère préélectoral. Il y a surtout encore la peur de la crise post-électorale probable si jamais les choses ne sont pas réglées en amont. Et pour finir, il y a aussi la peur de l'alternance, de qu'est-ce qui va devenir le RADP-RDR après le président Alassane Ouattara. Donc, quand on associe toutes ces choses-là, il se crée en Côte d'Ivoire un climat insupportable. Alors nous, l'opposition, nous disons ceci. Alors, comment est-ce que nous faisons? Rassemblons-nous, parce qu'on parle d'une seule et même voix et on a les mêmes revendications. Entre la liste électorale, l'audit de la liste électorale, entre les élections inclusives, où tous les grands leaders doivent être maintenus sur la liste des candidats à la présidence de la République, etc. Donc nous avons créé la coalition pour une alternance pacifique. C'est ça. Ça, c'était le premier point. C'est ça. Là-dedans, il y avait plus d'une vingtaine de partis. Et de l'autre côté, il n'y avait pas le PPACI et puis d'autres partis. Et le PPACI, maintenant, avec le PDC-RDA, organise, au vu de tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce qu'on a appelé le mouvement
trop c'est trop. Que devient le Cap Ivoire, justement, dans tout ça? Le mouvement trop c'est trop emboîte le pas au mouvement des Cap Ivoire qui est ça suffit. D'accord. Le ça suffit et trop c'est trop, c'est deux choses qui vont ensemble. Alors, c'est un empilement de coalition. Non. Avec les mêmes acteurs. Non, c'est pas les mêmes. Justement, en fait, il faut savoir que les réalités du CAPSI, c'est-à-dire la lutte pour le pouvoir d'État, et ce sont des partis politiques, et c'est une coalition, alors que l'autre, c'est un mouvement auquel adhèrent les partis politiques. D'accord. Et là, on a cette mission de fédérer nos efforts, de regarder dans la même direction, qui est celle de faire en sorte que les revendications aboutissent. Vous voyez? Donc, on n'empile pas les choses. Ça s'est fait méthodiquement. Et puis, vous devez savoir que quand on a fait la CAPSI, on a le porte-parole, c'est Madame Simone Gbagbo, qui est présidente du MGC. Le CAPSI est dirigé par Tidjane Thiam, présidé. Non, mais Tidjane, c'est le coordonnateur des activités de la CAPSI. Oui. Et puis, quand on a fait nos dernières marches CAPSI, enfin, notre dernier meeting, vous avez vu comment Figayo a refusé du monde. On n'avait jamais vu ça à Yopougon. Et c'est là-bas le président du comité d'organisation, c'était le ministre Charles Bleu Goudé. Alors la CAPSI, c'est une coordination, une coalition qui marche très bien. Maintenant, ce qui vient se rajouter. Alors vous devez savoir que le PPACI, enfin Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, aux élections de référence de 2010. Le PPACI, c'est le parti de M. Laurent Gbagbo. Voilà, il avait eu 33%. Oui. Et puis le PDCI à l'époque a eu 25%. Alors vous voyez déjà 33%, je parle de 2010, plus 25%, voilà ce que ça fait. Et là, c'était encore à l'époque de Bédié. Mais maintenant, si nous parlons de l'époque de Tidjane Thiam, on va se retrouver où au premier tour, c'est ça, un coup KO. Alors c'est pour cela que nous luttons. C'est pour ça que nous luttons. Nous luttons pour que notre président et nos différents présidents soient candidats. Et c'est pour ça que le parti au pouvoir refuse sentiment de faire en sorte que ce problème-là soit réglé. Alors que nous savons que, vous savez, pour être président de la République, par rapport à Alassane Ouattara, il a fallu qu'en 2006, rappelez-vous, Pretoria, il y a eu une petite signature du président Laurent Gbagbo pour faire de lui le candidat. Rappelez-vous aussi. Ça s'appelle une négociation et c'était aussi c'est un processus aussi de résolution de conflits et d'instauration de la paix dans votre pays. Mais absolument, je suis bien d'accord avec ça, mais il faut savoir qu'on ne peut pas passer d'un candidat, d'une candidature exceptionnelle. Je peux aussi vous dire, Diomandé, que voilà, on se souvient aussi qu'il y a quelques années, le PDCI s'était donc allié avec le RDA d'Alassane Ouattara pour combattre Laurent Gbagbo. Et précédemment, il y a eu d'autres alliances également. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo aussi avait fait alliance avec le RDA. C'est une autre combinaison. C'est le PDCI qui s'allie avec Laurent Gbagbo. Alors évidemment, ça donne un peu le tournis, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'histoire de la politique ivoirienne. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Alors si on s'en tient à l'actualité, qu'y a-t-il de commun aujourd'hui entre le PDCI, tel qu'il se présente aujourd'hui, d'une part, et le PPACI de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il y a de commun idéologiquement et politiquement entre ces deux formations? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une alliance de circonstances? Si c'est le cas, dites-le. Non, mais ça veut dire que c'est une alliance non idéologique. Comme la CAPSI. Une alliance non idéologique. Non, comme la CAPSI. D'accord. C'est une alliance qui a pour objectif. En politique, on peut faire une alliance non idéologique. Non, mais ça dépend des objectifs que nous visons. Si nous avons les mêmes idées, à un moment donné, sur la situation de notre pays, il est tout à fait normal que nous nous mettions ensemble. Moi, je disais... En fait, soyons clairs, M. Diomandé. Il s'agit d'un front anti-Ouattara. C'est tout sauf Alassane Ouattara, c'est ça? Non, mais si vous voulez interpréter ça comme ça, bon, ça c'est vous qui l'interprétez. Nous, c'est tout pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pas tout contre Ouattara. Nous, c'est tout pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que Ouattara, rappelez-vous, il a été candidat à titre exceptionnel là, après Pretoria. Après, il faut que je termine ce petit point-là. Après, il a été candidat par dérivation. On se connaît depuis quelques années. Oui, bien sûr. Faites simple. Oui, dites-le très clairement pour la compréhension du grand public. Voilà, non, c'est un front anti-Ouattara. Non, mais si on veut prendre le pouvoir... Si vous dites que c'est un front anti-Ouattara, vous avez tout à fait le droit de le dire. Non, c'est pas anti-Ouattara. Vous êtes légitime à le dire. Non. Nous, c'était un front pour que
que ce gouvernement, la mauvaise gouvernance, pour que tout ce que nous, la gabegie, l'insécurité, et puis les expulsions, les dépenses pharaoniques et qui dépassent de 10 fois le budget prévu, tout ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi on a dit trop, c'est trop, et que ça suffisait maintenant. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes mis ensemble. Alors on va avancer. Et si Alassane Ouattara a décidé de ne pas être candidat, est-ce que vous allez adapter à ce moment-là votre stratégie à cette nouvelle donne? Non, c'est Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, candidat ou pas candidat, nous, on a nos objectifs clairs. On est Vos objectifs sont dirigés aujourd'hui, ça n'aurait échappé à personne, essentiellement vers M. Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous dites donc, pas... Donc la question est simple. D'un point de vue stratégique, si demain Alassane Ouattara n'était pas candidat à la prochaine présidentielle, quelle serait donc votre stratégie préélectorale, parce que vous avez quitté la commission électorale. Vous mettez en place une alliance pour un front commun, réclamant donc l'intégration, l'inclusion de tous les candidats qui ont été donc frappés d'inéligibilité. Et tout cela, quand même, ce sont des revendications qui sont, on l'a bien compris, dirigées vers M. Alassane Ouattara. Imaginons que demain, il ne soit pas candidat, ce qui est fort probable au cours des prochains jours. Que se passerait? Il sera habité par la sagesse dans ce cas. Oui, mais pas, M. Laloupo, ce que je voudrais dire, que vous devez comprendre, c'est que nous, c'est pour que le pouvoir change. C'est l'alternance que nous voulons. D'accord. Une alternance pacifique. Donc, que le président Alassane soit candidat ou que le président Alassane ne soit pas candidat, ça n'enlève en rien les projets que nous allons voir ensemble, qui est de développer et de faire en sorte que l'école soit une école républicaine, de faire en sorte que la sécurité règne, les orpailleurs clandestins, tout ce qui est vendu à... Non. De faire en sorte que tout se passe bien dans notre pays. C'est ça notre objectif. Peu importe le candidat qu'on aura en face. Quand j'ai dit le candidat, je parle de candidat du pouvoir. Que ce soit Alassane Ouattara, le président, qui rempile, ben, tant mieux pour lui. Mais que ce soit quelqu'un d'autre, et à votre avis, c'est quelqu'un de là, c'est qui? Écoutez, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Alors, on entend dire, et je l'ai entendu aussi, on entend dire au sein de ce front commun, et au PDCI notamment, que si les revendications de ce front commun PDCI, PPACI n'étaient pas entendues et satisfaites, qu'il n'y aurait pas d'élection, tout simplement. On entend dire cela. Ben oui. Est-ce que vous le confirmez? Je vous dis la chose suivante. Est-ce que vous le confirmez? Non, mais je sais que il n'y aura pas d'élection, que vous empêcherez donc la tenue de cette élection. Les gens ne comprendront pas. Si ces revendications ne sont pas satisfaites, notamment le retour dans le jeu électoral des candidats frappés d'inéligibilité. Merci, M. Laloupo. Vous avez beaucoup de téléspectateurs. C'est des millions. Donc il faut que je leur explique. Nous, on dit ceci. On veut que tous les candidats puissent concourir ou participer à l'élection présidentielle. Tous les candidats de tous les grands partis, et même les petits partis. Mais ceux qui ont été enlevés, c'est comme on dit, bon, que je vais nettoyer le terrain, comme ça il n'y a pas de bons candidats, et puis moi seul je suis candidat. Ou bien je mets quelqu'un d'autre comme candidat, il va forcément gagner. Nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que le terrain soit un terrain où tout le monde peut venir avec un programme de gouvernement, et puis surtout ce qu'on nous dit, ce qu'on nous vend pour bilan inattaquable. Alors que c'est un bilan c'est comme du gruyère, le bilan inattaquable, plein de choses à reprocher. Mais ce n'est pas le moment. Normal. Vous êtes un opposant, donc c'est normal que vous ayez un regard critique. Est-ce que vous pensez... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous disons ceci. Vous reviendrez une fois. Tidjane Thiam, M. Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, le ministre Tidjane Thiam, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, et puis le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Soro Diom. Voici 4 grands calibres qui sont écartés de la lutte. Donc vous demandez que ces 4 personnes reviennent dans le jeu électoral, quel que soit le motif pour lequel ils ont été exclus. Mais je vous dis... Est-ce que c'est cela? Non, mais les motifs, on ne reconnaît même pas les motifs. Parce que les motifs sont divers. Non, mais on ne reconnaît même pas les motifs. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le président Laurent Gbagbo, après la CPI, vienne prendre 20 ans pour les mêmes histoires? Et que la banque soit condamnée. Et qu'on reproche des casses à la BCAO. La BCAO elle-même dit on n'a subi aucun dommage, il n'y a rien eu du tout. Bon, ça, on passe là-dessus. Vous n'avez pas toujours défendu la cause de Laurent Gbagbo avec autant de véhémence. Non, mais on prend le président Tidjane Thiam, que pour des raisons qu'on a eu le temps d'évoquer ici, est enlevé de la liste électorale. Que nous trouvons comme ce sont des méthodes
très peu cavalières, enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça. Plutôt cavalières, pardon. Ce sont des méthodes très cavalières de l'enlever du pouvoir. Donc tout cela, les motifs qui sont évoqués sont des motifs pour nous qui ne tiennent pas debout. Et dans ce cas-là, nous demandons, comme ça a été fait pour Alassane Ouattara, je vous dis à Pretoria en 2006, que cette fois-ci, lui aussi prenne son stylo et que s'il pense qu'il est populaire, s'il pense qu'il a un bilan inattaquable, quand je dis lui, je parle du gouvernement et tout ce qu'il y a, et puis ceux qui viennent ici pour insulter les uns et les autres, bon, enfin, ça aussi, ce sera un autre débat. Mais s'il pense que son bilan est inattaquable, pourquoi n'accepte-t-il pas qu'il prenne son stylo et il fasse de tout cela? Parce qu'on ne regarde pas, quand on veut faire des candidats, on ne regarde pas les sujets. On ne va pas dire celui-là, c'est parce qu'il était à 20 ans, et l'autre là, parce que... Alors qu'Alassane Ouattara, pour qu'il soit candidat, vous savez ce qu'on avait dit? On disait nationalité douteuse. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Nationalité douteuse. Autrement dit, il a été éliminé de la course par rapport à ça à un moment donné de la vie. Si Laurent Gbagbo lui a permis d'être candidat, lui aussi. Vous savez, la reconnaissance, ce n'est pas la denrée la mieux partagée en politique. Ça, je vous le dis. La reconnaissance n'est pas la denrée la mieux partagée. D'accord. Parce que c'est plutôt... Ce qui foisonne, c'est l'ingratitude. Avant d'écouter les chroniqueurs, une dernière question, Adama, je voulais demander. Quand vous étiez venu ici la dernière fois, vous disiez que le seul candidat, enfin votre seul candidat en tout cas, seul et unique, c'était Tidiane Thiam, qu'il n'y avait pas de plan B en fait au PDCI pour le remplacer au cas où il serait déclaré inéligible. Manifestement, cette majorité des militants du PDCI partagent cette opinion-là. La question est la suivante. À 4 mois de l'élection, je suppose que votre parti est toujours très actif. Enfin, je ne suppose même pas. Il est actif puisque vous le démontrez. Par quelle voie pensez-vous que Tidiane Thiam pourrait revenir dans le jeu électoral? Par quelle voie, par quel moyen? Nous, on ne peut pas se retrouver dans la situation où quelqu'un est candidat par force majeure, comme Alassane l'a été par rapport à ce qui s'est passé à la dernière élection, où il disait « je ne suis pas candidat », puis il est devenu candidat pour cas de force majeure, parce que, bon, cela dit. Mais nous, Tidiane Thiam, on a décidé, et je vous l'ai dit ici, que nous, on n'a pas de plan B, que notre plan, c'était Tidiane Thiam. Oui. Actuellement, au PDCI RDA, je dis au PDCI RDA, notre candidat, ce sera Tidiane Thiam. Si Tidiane Thiam n'est pas candidat, et nous tous ensemble, toute la coalition, on regarde dans la même direction. Tidiane Thiam, Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo, etc. S'ils ne sont pas candidats, il ne peut pas avoir d'élection. Parce que tu vas faire les élections contre qui? D'accord, donc le propos est très clair. Si Tidiane Thiam n'était pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Hein, non, il ne peut pas avoir d'élection. Parce que nous, ou bien on va s'asseoir, on va les regarder, ou bien on reste dans notre coin, mais de toutes les façons, ça, ce n'est pas une élection, parce qu'il n'y aura aucune légitimité avec une élection pareille. Par quel moyen pensez-vous empêcher la tenue des élections? En n'allant pas aux élections. Tout simplement? Oui. Moyen pacifique? Non, mais nous, c'est ça. Nous, c'est les moyens démocratiques qui sont les moyens pacifiques. D'accord. C'est pour cela que nous luttons. Ça s'appelle un boycott. Ah oui, si vous voulez. Mais c'est pour ça que nous luttons pour que le président de la République, que la sagesse l'habite, et qu'il pense plutôt à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En politique, le boycott n'a pas toujours favorisé ceux qui l'ont prononcé. Hein. Mais s'ils sont pas majoritaires. Non. Est-ce que vous savez, je vous ai déjà donné quelques statistiques des dernières élections présidentielles. Je vous ai dit, au premier tour, c'est fini. Si on rajoute les Soro Guillaume, si on rajoute Mme Gbagbo, si on rajoute tous les Blé Goudé, mais je vous dis, au premier tour, Alassane Ouattara, il sera battu. Et c'est ce qu'il craint. Oui. C'est ce que j'appelais la peur de l'alternance de si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Mais il n'y a rien qui va se passer. En Côte d'Ivoire, nous sommes des gens civilisés, on aime les Ivoiriens. Donc si Alassane n'est pas là, que les autres qui sont autour de lui, qui l'encouragent, malgré les difficultés que lui-même peut-être il a, de dire oh, cette fois-ci je suis fatigué, il a déjà dit, je suis fatigué, je vais vous laisser la place. Et puis les gens veulent le forcer à être candidat parce qu'ils craignent quoi? S'il n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Votre président Tidiane Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire en ce moment, depuis plusieurs mois. Oui, mais il va rentrer bientôt. Et il a dit la dernière fois qu'il rentre bientôt là en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va être là-bas pour les élections. Pour les élections? Ah oui, mais comme candidat, je vous dis, Tidiane Thiam sera candidat. Oui. M. Gbagbo sera candidat. Parce que s'il est inéligible, il n'est pas électeur non plus. Parce que là, vous allez faire, on va rembobiner pour que je vous dise tantôt qu'on va faire de telle sorte que Alassane Ouattara prenne son stylo
pour aller. Parce que devant, vous voyez, cette déferlante qu'il y a, ce peuple qu'on met dans la rue, on disait que le PDCI n'était pas un parti habitué à marcher, c'était un parti des gens, des bourgeois, des chocos. Mais cette fois-ci, on a fait la démonstration, nous seuls. On a rempli la rue, le carrefour d'Incan. Ensemble, on a rempli Figayo. Démonstration des forces. Voilà. Rajouter à cela le PPACI, rajouter à cela le PIT, etc. Mais ce sera Alassane Ouattara, le président, il va se retrouver dans une situation où lui-même se dira, franchement, je suis débordé par ce qu'il y a, il va accepter. On fait un rapide tour de table. On commence avec vous, Guy Debal. Oui, un petit commentaire. Moi, je pense que si j'étais Alassane Ouattara, je dormirais sur mes deux oreilles et j'aurais juste envie d'aller à l'élection. Parce que quand je vous écoute, M. Diomandé, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Des gens qui ne sont d'accord sur rien, à part me dégager. Je vous ai écouté attentivement. Je m'attendais à avoir un programme que vous portiez les ambitions, les aspirations des Ivoiriens collectivement, pas que vous, votre parti. C'était pas l'objet de mes questions. C'était pas l'objet de mes questions, mais vous ne pouvez pas que je réponds à une question qui n'a pas posé. Mais vous auriez pu le dire. Je peux vous développer plein de choses. Vous auriez pu le dire parce que on le réinvitera. Je vous ai écouté attentivement. Je vous ai écouté attentivement. Je note. Je vous ai écouté attentivement. Vous aviez dit, nous, ce que nous voulons, c'est que Alassane Ouattara parte. Ça ne fait pas un programme. C'est ce que j'ai dit. Il a posé 10 fois la même question, j'ai dévié. Je n'ai pas dit il faut qu'Alassane Ouattara parte. J'ai dit il faut que nous venions au pouvoir et nous on lutte pour le peuple ivoirien. Mais vous savez, on lutte pas pour dégager Alassane juste arriver au pouvoir, ça ne peut pas être une politique, surtout que ça. la Côte d'Ivoire est un très grand pays. C'est un exemple même en Afrique. En tout cas, pour moi, je vois la Côte d'Ivoire est un exemple en Afrique qui a réussi quand même beaucoup de choses. Alassane Ouattara, on peut le critiquer. Mais il a réussi, par exemple, quelque chose d'extraordinaire, de symbolique, mais d'extraordinaire, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais bien sûr. Non, mais excusez-moi. Franchement, si vous appréciez la gestion d'un pays, parce que la France a eu la Coupe du Monde en 1998, alors c'était un pays ça a participé au rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est 3 jours, ça. C'est pour En tout cas, en termes d'organisation, les Ivoiriens ont montré qu'ils avaient tourné. On n'a pas attendu Alassane Ouattara pour organiser, on a déjà fait... sauf que c'est lui qui était au pouvoir, M. Diomandé. C'est peut-être un peu... oui, mais alors là, vous remontez loin, parce que vous avez sauté même Laurent Gbagbo, vous voyez. Donc, c'est un peu réducteur, quand même. Oui, mais c'est parce que je veux installer le débat, parce que, bon, je veux installer le débat. Non, mais écoutez, ma seule observation, pour ne pas trop vous titiller, ma seule observation, c'est que je pense qu'Alassane Ouattara doit être quand même... Il est comme ça. Ouais, voilà. M. Alassane Ouattara doit être assez serein aujourd'hui quand il... Il ne peut pas être serein. C'est mon observation. Il ne peut pas être serein parce que s'il doit compter sur j'ai fait 2 ponts, j'ai fait 3 écoles ou j'ai fait une route, si c'est sur ça qu'il compte ou on a gagné la Coupe d'Afrique. C'est sur ça qu'il compte. Si c'est ça, alors là, il va partir à la 2e minute parce que nous, ce qu'on attend, c'est est-ce qu'on meurt de faim? Est-ce que la pauvreté a reculé? Est-ce que les gens vont à l'école? Est-ce que les gens sont bien soignés? Parce que tous les scandales que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui vont aux urgences et qui crèvent parce que personne n'est allé aux urgences et n'est ressorti vivant. Ça, c'est ce qu'il faut. Non, ils meurent tous. Non. Si on va aux urgences parce qu'on a mal à la tête, ça c'est autre chose. Mais les maladies ou les accidents, ils reviennent tous. Il n'y a pas un seul hôpital, je vous dis, il n'y a pas un seul hôpital qui a un plateau suffisamment bien. La preuve. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce contrat avec Corsair et les hôpitaux, l'hôpital américain et puis les députés ivoiriens? Pourquoi? C'est un scandale. Pourquoi? Ça, c'est un scandale parce qu'eux, ils ont les moyens de prendre le Corsair, de venir ici, ils concluent des affaires, eux, le pauvre paysan. Et moi, mon ancienne, enfin, je ne sais pas quoi, mes anciens amis qui ont les parents encore qui sont là-bas au pays, moi aussi j'ai des parents. Et quand ils sont malades, vous pensez qu'ils peuvent venir jusqu'ici? Pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est un scandale. On ne peut pas juger la réussite d'un gouvernement avec ces genres de contrats. Merci. C'est ça que vous dites. Ça, c'est la honte. Merci, M. Diomandé. Rapidement, oui, moi, j'ai des soucis pour l'opposition. C'est vrai qu'elle essaie de s'organiser, soit par le biais de ce trio ou bien de ce quatuor, pour faire face. Mais si le président Ouattara ne répond pas à ses attentes, là, vous avez insisté sur le stylo, que par enchantement, qu'il signe un décret qui permettrait à ces messieurs d'être sur la liste électorale. Mais s'il ne le fait pas, que fait l'opposition? Il y a également cette tentative d'un appel à un dialogue. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard, à 4 mois de la prochaine élection présidentielle? Là, présentement, au vu de ce qui se passe, le président Ouattara, il est à la fois maître du jeu et maître des horloges.
C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a l'opposition, on l'a déjà dit une fois ici, à un moment donné, en amont du processus électoral, l'opposition a raté un certain nombre de revendications qui devaient être posées sur la table. Pour le rappeler, ça veut dire la révision exceptionnelle des listes électorales n'a jamais été faite. Cette question de l'annonce des résultats dans les bureaux de vote n'a jamais été posée et résolue. Donc voilà un certain nombre de sujets qui n'ont pas été résolus en amont et qui font qu'actuellement, le président Ouattara et le RHDP sont en roue libre. Et une fois, je l'ai évoqué ici en disant qu'il fait du Macky Sall, ni oui ni non. La preuve en est que quand il a été investi, désigné, avec, quand même, il faut le dire, ce congrès, c'était une réussite sur le plan organisationnel et sur le plan de la mobilisation. Et il a eu la patience ou bien eu la latitude de dire je vais y réfléchir, moi je vois deux chemins. Ce n'est pas de la patience, c'est peut-être de l'hésitation. Non, mais c'est de la patience stratégique. C'est de la patience. Vous êtes dans sa tête. Non, j'observe. Si je suis candidat et que je me ramasse, qu'est-ce que je vais faire? J'observe. Il y a deux schémas qui s'offrent à lui. Soit il observe pour voir en face, il aura qui. S'il aura des dinosaures comme lui. Il en est encore là à 4 mois des élections. Ouais, mais bien sûr. Si par enchantement son stylo fonctionne ou bien il y a un début de dialogue qui permettrait, ce qui est très hypothétique, mais quand même, posons-le comme schéma. Si la possibilité d'avoir en face de lui des dinosaures, peut-être qu'il sera candidat pour faire face. Si le terrain est déblayé, il pourra désigner un candidat qui sera son dauphin pour pérenniser la gouvernance du RHDP. Merci. On boucle le tour des tables et ensuite vous réagirez. Moi, je pense qu'au niveau de l'opposition, il y a deux problèmes au niveau de l'opposition. D'abord, on dit qu'ils ont créé un front commun. Un front commun, en général, ça suppose une idéologie commune. On essaie d'avoir des idées communes. Non. Des idées communes. On a une plateforme. Idéologie, ça fait... En général. On a une plateforme. En général, au moins, on sait bien... Il y a des proximités, peut-être. Oui, des proximités, mais avec des idées. Mais dans ce cas précis, je doute même qu'il y en ait. Alors c'est ça le problème, justement. Soit ce n'est pas un front commun. Et si c'est un front commun, ils ont constitué le front commun. Ils ne doivent pas se présenter chacun de son côté. Le Front commun présente un seul candidat. Et je pense que la question serait réglée parce qu'on n'aurait pas Thiam qui se présente, on n'aurait pas Gbagbo qui se présente, on aurait quelqu'un d'autre du milieu qui va se présenter. Et la question serait réglée. Et je suis convaincu que Ouattara, je pense qu'il est en train de le faire marcher, qu'il ne va pas se représenter et que finalement... ils vont se retrouver devant leurs contradictions. En un mot, c'est votre problème. Vous n'avez pas un seul candidat, vous en avez plusieurs. Et ça, Ouattara, je pense que pour lui, c'est une très bonne nouvelle. C'est compliqué dans un front commun avec plusieurs candidats. Chef frère, disons ça. Toutes les revendications... Pourquoi il n'y aura pas un candidat unique pour le front commun? J'arrive. Toutes les revendications dont vous avez parlé ont été déjà portées sur la table des discussions. Oui. La nouvelle RLE, qu'on voulait, c'est-à-dire le recensement, la révision de la liste électorale, ça fait longtemps qu'on parle de cela. On a même dit qu'il y a eu une vingtaine de milliards de votés pour ce recensement de 2025. On n'a pas arrêté de le dire, de le réclamer. On n'a pas arrêté non plus de demander l'audit de la liste électorale. Donc, ce ne sont pas des sujets qu'on n'a pas abordés. Mais nous avons rencontré, on a parlé à quelqu'un qui fait la sourde oreille, c'est-à-dire le responsable de la CEI et autres, qui, on sait très bien, est de mèche avec le pouvoir en place, puisque tout ce qu'il fait, il ne se comporte pas comme un arbitre de l'élection, mais il se comporte comme un candidat ou il soutient un candidat. Pourquoi est-ce que toutes nos revendications ne sont pas... Ça lui aurait coûté quoi en juin là, de commencer une nouvelle RLE? Et dans ce cas-là, Tidiane Thiam, il se serait réinscrit et il aurait été candidat. Voyez-vous? Est-ce que les mobilisations populaires sont suffisantes? Est-ce qu'il y a suffisamment de mobilisation populaire? C'est-à-dire, vous dites que vous êtes nombreux, mais suffisantes. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Toutes les cours africaines, les cours européens, on a saisi toutes les cours pour avoir l'appui juridique par rapport à un certain nombre de choses. On a aussi, maintenant, on est dans la mobilisation populaire. Vous savez, la mobilisation populaire, vous ne savez jamais où ça s'arrête. La mobilisation populaire, c'est le seul droit que le peuple a de manifester, enfin, de faire valoir ses droits. Est-ce que vous avez gagné devant les cours? Vous avez saisi. Les cours ivoiriens de Côte d'Ivoire. Non, de l'étranger. Les cours ivoiriens de Côte d'Ivoire, on sait. Mais il y a une requête qui est quand même introduite auprès de l'ONU pour. Non, mais on n'a pas encore fini. Vous savez, c'est un long marathon.
C'est un long marathon et tout ce qui se passe actuellement, c'est pour faire un peu de diversion parce qu'on dit, ouais, je vais réfléchir un peu tout ça. Parce que si tu réfléchis, que tu dis, je suis d'accord pour être candidat, on va se poser la question, et les autres, qu'est-ce que tu fais d'eux? Voilà la question. On a lutté et on va tout faire pour que Tidjane Thiam soit candidat. Comme les autres d'ailleurs qui ont été évincés de façon illégale de la liste électorale pour des motifs plus ou moins inacceptables. Donc ce que je voudrais souligner, parce que, monsieur... Pour conclure. Pour conclure, nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons que les élections de 2025 soient des élections transparentes, inclusives, sans histoire, parce que nous ne voulons pas des crises post-électorales. Déjà, nous sommes à l'entame de la crise préélectorale. Ah, on y est. Voilà, on y est en plein. Mais c'est encore dans les marches, voilà. Et si jamais nous faisons les marches, on les fait pacifiquement, on n'a pas eu un seul chat qui a été chassé d'un endroit. Tout se passe correctement. Mais il ne faut pas que les forces de l'ordre viennent se mêler à cela. Et puis finalement, pour ne pas que ça dégénère, nous allons continuer de manifester et nous allons continuer de faire de telle sorte que Tidjane Thiam pour le PDC-RDA soit le candidat. On n'a pas besoin d'un candidat unique, justement. Nous faisons tout pour que chaque chapelle politique puisse présenter son candidat. Et ensuite, on verra bien ce qu'on fera. Parce que nous tous ensemble, je pense que le président Alassane Ouattara ne pourra pas avoir 30% des voix au premier tour si c'est lui le candidat. Si ce n'est pas lui, alors là, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de match. Donc faisons tout pour que ça se passe bien et qu'en Côte d'Ivoire, les gens vivent mieux. Pas dans la peur, pas dans les cimetières, pas sous les ponts. Il faut que les gens vivent comme on vivait avant. Et que la ménagère, quand elle va au marché, qu'elle puisse avoir de quoi nourrir sa famille. Que les salaires soient augmentés. Voilà, il y a tout ça, qu'on puisse se soigner tranquillement. Merci. Tout ça, ce sont les défis qu'au niveau de la CAPSI, au niveau du forum, du Front commun, au niveau du PDC-RDA, qui fait la jonction de ces deux, ce sont les projets que nous avons à ces deux niveaux-là. Voyez-vous? Donc, faisons confiance à Tidjane Thiam pour qu'il fasse de telle sorte que tous ceux qui composent ce front commun. Il n'est pas tout seul. Ou bien la CAPSI. C'est ce que j'ai dit. Non, mais j'arrive. Moi, je parle pour Thiam. Je parle pour Thiam. Je pensais que vous parliez pour le front commun. Non, j'arrive. J'ai dit je parle pour Thiam dans la phrase que je suis en train de prononcer. Que Thiam, il fasse des efforts pour que ça se passe. Parce que nous, c'est lui qui est notre interlocuteur. Les autres, on les supporte, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Mais ensemble, on sera irrésistible. Ensemble, mais pas complètement. Merci beaucoup. Ensemble, on sera irrésistible. Le temps passe très vite. Merci beaucoup. Adama Youdé Diomandé, on a entendu votre parole en tout cas. On va continuer à suivre cette actualité. Merci beaucoup.